Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Elle est, si j'ose dire, la superstar de notre histoire, héroïne nationale et depuis 90 ans sainte patronne de la France. Jeanne d'Arc n'en finit pas de susciter les polémiques. Franck Ferrand est bien placé pour le savoir. Bonjour Franck. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Cette cascade de débats et de polémiques a une explication, c'est que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en passant par toutes sortes d'épisodes, absolument toute l'existence de Jeanne d'Arc est entourée de mystères et sujette à énigmes. Alors évidemment, on s'interroge constamment. Oui, j'imagine que nos auditeurs vont être très nombreux à réagir à cette émission. Vous pouvez dès à présent venir sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. Alors nous allons reprendre point par point les épisodes de la vie de Jeanne et demander à François Ruggieri de préciser à chaque fois cette thèse extraordinaire qu'il a lancée il y a quelques semaines. Un des plus grands spécialistes de Jeanne d'Arc est également à mes côtés, c'est Michel Lamy. Vous voyez que la conversation promet d'être passionnante. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Les écoliers apprennent ça à l'école, en tout cas ils l'apprenaient avant que les programmes scolaires ne soient révisés à la baisse. En 1429, une bergère lorraine, pauvre et illettrée, appelée Jeanne d'Arc, s'est laissée guider par des voix célestes qui lui commandaient de bouter l'anglais hors de France. Sauf que, comme disait Maître Floriot, il n'y a qu'un malheur, et c'est que tout ça ne tient pas debout. Rien que dans cette petite phrase, on relève pas moins de 7 contre-vérités. Alors, 1. Jeanne n'était sûrement pas une bergère. Elle affirmera elle-même lors de son procès à Rouen n'avoir jamais gardé les animaux du village. 2. Elle n'était pas originaire de la Lorraine, mais plus précisément du Barrois, ce qui, nous le verrons, change totalement le regard qu'on peut porter sur toute son histoire. 3. L'appellation Jeanne d'Arc est tardive. Au XVe, le nom de la famille s'écrivait plutôt d'Ar. Quant à Jeanne, on ne l'appelait plus volontiers Jeannette ou la Pucelle, Pucelle qui ne veut pas forcément dire la Vierge d'ailleurs, et le latin puella, la jeune fille. 4. Jeannette n'a jamais été pauvre. Son père était quand même le doyen du bourg de Domrémy, ce qui veut dire qu'il faisait notamment office de percepteur. 5. Illettré. Alors la question se pose, certes, mais on sait que toujours au même procès, je parle du procès en condamnation, celui de Rouen, elle demande qu'on lui remette certaines questions par écrit, et elle se propose d'y répondre d'eux-mêmes. 6. Ce ne sont pas des voix. Alors là, à aucun moment Jeanne ne dit qu'elle a entendu des voix, elle dit bien qu'elle a des visions, et du reste, des visions qui sont très spectaculaire. 7. Le dernier Anglais quittera le royaume d'Hélice 45 ans seulement après la condamnation de Jeanne, et d'ailleurs bouter l'anglais n'entrait même pas dans les buts qu'elle s'était initialement fixés. Alors, si je commence par ce petit jeu des 7 erreurs, comme ça en préambule, c'est simplement pour souligner à quel point tout ce qu'on raconte à propos de Jeanne est sujet à caution. Dans un ouvrage que j'ai publié il y a 3 ans et qui s'appelait L'Histoire interdite, vous y avez fait Sylvie une allusion discrète, j'ai consacré un chapitre à l'une des zones d'ombre, une seule de cette existence hors du commun, c'est tout ce qui concerne le rôle trouble et tout à fait éminent joué par la maison d'Anjou et spécialement par la reine Yolande d'Aragon dans l'épopée de Jeanne. On appelle cela l'épopée joannique. Si vous regardez bien, les premiers à le remarquer, ont été 3 historiens du 19e siècle, Michelet, Lecoy de la Marche et Valet de Virville, bien avant Philippe Erlanger. Donc si vous regardez bien les choses, vous vous rendrez compte que depuis la 2e entrevue de Vaucouleurs et jusqu'au sacre de Reims, la maison d'Anjou est omniprésente dans cette aventure, comme si dans l'ombre, c'était Yolande qui tirait toutes les ficelles. Bon, c'est pas grand-chose de dire ça, mais enfin, voilà. Rien que pour avoir dit ça, seulement pour ça, j'ai subi, il y a 3 ans, une volée de bois vert et des critiques extrêmement acerbes de la part de toutes les institutions joanniques.
Alors aujourd'hui, dans son ouvrage qui s'appelle Le Stratagème, François Ruggieri, qui est avant tout un homme de cinéma, il va même infiniment plus loin. Bonjour François Ruggieri. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif de votre thèse et d'aller voir, de vous poser toutes les questions que pose finalement votre propos, vous demandez de le défendre ici, bien entendu. J'aimerais que vous nous disiez comment vous en êtes venu, vous qui êtes producteur, scénariste, réalisateur de cinéma, à vous intéresser à Jeanne d'Arc. Je me suis déjà intéressé à l'histoire en général et à l'histoire de France en particulier, surtout la partie qui va, disons, du XIIIe au XVe siècle, c'est-à-dire grosso modo de Philippe Auguste à Charles VII. Donc je me suis intéressé aussi à un personnage qui a une place centrale qu'on a nommé Jeanne d'Arc, et très rapidement, mais j'étais encore quasiment enfant, donc ça remonte à Mathusalem, je me suis dit c'est très étrange cette jeune fille qui court des lances. Alors courir des lances, faut savoir ce que c'est, on est monté sur un destrier. C'est jouté en tournoi. C'est jouté en tournoi, le destrier fait 450 kilos, il est très nerveux, très violent, habitué au combat, l'armure fait 35 kilos, donc déjà ça me paraissait bizarre. Je me disais, on va pas opposer une jeune fille à un boxeur ou à un rugbyman professionnel. Alors ça me choquait. Ensuite j'ai découvert que cette jeune fille n'avait pas ses règles, enfin bon, pourquoi pas. J'ai découvert aussi qu'elle dormait avec des femmes, puisqu'elle dormait, tous les historiens le reconnaissent, même les johannistes pur sucre reconnaissent qu'elle dormait avec Charlotte, la fille du banquier Jacques Coeur. Alors Assor m'a répondu, ouais, mais c'était pour se tenir chaud la nuit, etc. Mais on n'en croit pas un mot, parce que d'abord Jacques Coeur, il était banquier, Jacques Boucher, pas Jacques Coeur, il était banquier. Ensuite on était au mois de mai sur les bords de la Loire, il faisait beau, c'est une grande maison, il y a des feux de cheminée, donc ça m'a paru très étrange. Donc on va venir tout à l'heure. Je continue sur les femmes. Cette phrase qui est répétée en permanence, ramenez-moi des filles, mais surtout pas les vieilles. Quand il traversait les villages, je me suis dit c'est quand même pas une phrase très très féminine. Tout à l'avenant, donc j'en suis venu à m'interroger sur, et après je termine sur cette partie-là, j'en suis venu à m'interroger sur l'origine, sur la naissance, et comme beaucoup d'historiens faisaient une corrélation, comme Monsieur Lamy, entre l'enfant qu'aurait eu Isabeau de Bavière en novembre 1407 et la petite de Domrémy. Le seul problème, c'est que cet enfant qu'elle a eu, c'est un garçon qui s'appelait Philippe. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait le joint. Qui est censé officiellement, dans l'histoire officielle, qui est mort-né. Qui est mort-né, mais qui est à mon avis, enfin selon la thèse que je défends, pas mort-né. Donc à partir de ce moment-là, j'ai refait toute la trajectoire à l'envers. Puisque vous publiez ce livre, j'imagine que comme vous allez vraiment très loin là, vous devez avoir des réactions qui sont vous aussi assez violentes. Donc, comment très curieusement, parce que j'ai reçu du courrier. Enfin, c'est pas non plus. C'est un livre qui semble bien se vendre, mais qui est pas non plus. Et j'ai reçu des courriers. Les gens m'ont dit, mais d'un seul coup, quand on rentre dans l'histoire, tout ça paraît évident. Parce que l'histoire, en fait, est évidente si on la lit à l'envers. Si on rentre dans l'idée que Dieu existe, ce qui n'est pas prouvé, qui s'intéresse aux affaires humaines, ce qui n'est pas prouvé, qui s'intéresse aux conflits humains, ce qui n'est pas prouvé, qu'en plus, il serait à la fois sourd et aveugle, parce que dans cette guerre, à supposer qu'il existe, qui s'intéresse à l'espèce humaine et qui s'intéresse aux conflits, il aurait pris parti quand même pour une bande de bandits dégénérés qui étaient de cette maison d'Orléans, quand même, faut dire les choses, à l'époque, je rassure, ça n'a rien à voir avec l'époque maintenant. Ensuite, il aurait d'un seul coup donné des espèces de pouvoirs surnaturel à cette bergère. Je prends un exemple tout idiot. C'est la route de Domrémy à Chinon. Ça fait 660 km qu'il a fallu faire à cheval. Il y a 7 rivières à traverser, la Seine, la Loire. On va revenir sur tout ça tout à l'heure dans les détails, sur les arguments. Simplement, là, en l'occurrence, vous mettez en cause l'intervention divine dans l'épopée de Jeanne d'Arc. Vous admettrez, François Ruggieri, qu'on peut remettre éventuellement en cause cette dimension-là, sans pour autant imaginer que Jeanne s'appelait en réalité Philippe. Donc, on va voir tout ça dans le détail. On va revenir point par point sur ce grand dossier que nous ouvrons cet après-midi. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et aujourd'hui, c'est Jeanne d'Arc qui est en question avec Franck Ferrand et ses invités en studio, François Ruggieri, auteur de Jeanne d'Arc, le stratagème, et Michel Lamy, auteur de Jeanne d'Arc. Alors justement, ce que je vous propose, Sylvie, c'est de serrer un peu toutes ces questions. On va partir de la naissance de Jeanne d'Arc avec l'éventualité, cette hypothèse de la bâtardise, sa formation, et puis nous parlerons ensuite de sa vocation, la présentation à la cour, les premières démarches officielles et publiques, et puis évidemment l'épopée elle-même de Jeanne, le sacre, puis sa capture à Compiègne.
son procès, évidemment. On dira un mot de l'exécution. Vous voyez que le programme est chargé. On n'a pas un temps fou pour parler de tout ça. Et puis, si possible, on verra même ce qu'il en est des éventuelles survivances. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas seulement les bâtardisants dans cette histoire, il y a aussi les survivantistes. Vous allez voir que c'est plein de chapelles, finalement, l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors, Michel Lamy, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a 25 ans un ouvrage qui, à mon avis, est un des plus complets jamais écrits sur Jeanne d'Arc et qui d'ailleurs est disponible encore aujourd'hui en livre de poche, en pocket, en collection pocket. On sait que la reine Isabeau a bien mis au monde son dernier fils en 1407. Ça, c'est incontestable, dans son hôtel Barbette, où elle habitait, ou qu'elle partageait d'ailleurs avec le frère de son mari, parce que le mari d'Isabeau de Bavière, le roi Charles VI, était fou, le pauvre, depuis l'épisode de la forêt du Mans en 1392. Donc c'était bien avant tout ça. Et puis, donc 15 ans plus tard, elle continue à mettre des enfants au monde. Il faut dire que Charles VI a fait des enfants à sa femme, malgré la folie, parce qu'il avait de longues périodes de rémission. Tout à fait. Et en 1407 naît un petit Philippe Mornay. Le 10 novembre 1407. Alors, chose curieuse d'ailleurs, c'est qu'elle accouche à l'hôtel Barbette, qui est un hôtel qui lui est particulier, et non pas en hôtel royal. Alors que les dans naissances, le quartier de Saint-Paul aujourd'hui. Voilà, les naissances d'enfants royaux, normalement, se faisaient en hôtel royal pour la reconnaissance, etc., et sous contrôle. Cet enfant meurt quelques jours après. Alors, sur le moment, faut dire les choses telles qu'elles ont été dites à l'époque par plusieurs personnes qui ont commenté. Il y avait, on lui a donné le nom de Philippe, ce qui n'aurait pas signifié d'ailleurs que c'était forcément un garçon. Philippa de Hainaut, par exemple, celle qu'on a appelée Philippa de Hainaut, s'appelait Philippe de Hainaut. Oui. Anne des Joyeuses, par exemple, était un homme, etc. À l'époque, c'était relativement courant. Mais en tout cas, on lui a aussi donné, certains lui ont aussi donné directement le nom de Jeanne. Et puis, alors le problème avec Jeanne d'Arc, si tel est le cas, c'est que c'est le 10 novembre 1407, alors que Jeanne d'Arc est censée être née le 6 janvier 1412. Voilà, bon, donc il y a 4 ans d'écart. Sauf que, quand on interroge Jeanne d'Arc, on lui demande, au moment du procès, quel âge aviez-vous ? Elle dit 19 ans, a priori 19 ans. Quand on insiste, elle refuse complètement de confirmer qu'elle a 19 ans. Et ensuite, quand elle parle de ses voix, de ses visions... Le procès en question, il a lieu en 1431, mai 1431. Et donc, quand on parle, auquel cas, ça correspondrait à 1412. Sauf que dès qu'on l'interroge plus précisément, et notamment sur l'histoire de ses voix ou de ses apparitions, elle dit très strictement... j'avais en fait 13 ans quand j'ai entendu les voix. Elle dit aussi qu'en mai 1428, ça faisait plus de 7 ans qu'elle avait entendu les voix. Donc ça veut dire qu'en mai 1428, elle avait plus de 20 ans. Et ça fait naître dans la période... Elle ne dit pas qu'elle entend des voix, elle dit bien qu'elle a des visions, des apparitions de Catherine et de Marguerite. Alors, de Catherine Saint-Michel. Un certain nombre d'érudits ont pensé que la petite Philippe, né donc en 1407, aurait pu être un enfant bâtard qu'avait eu la reine avec son propre beau-frère, avec le prince Louis d'Orléans, et que donc on aurait emmené cet enfant à la campagne pour l'élever loin de la cour, en l'occurrence à Domrémy dans le Barrois, sur les marches extrêmement orientales du royaume de France. Et puis, alors d'abord, de quand ça date ça s'appuie sur quoi cette thèse des bâtardisants ? Ça s'appuie précisément sur les différences sur des coïncidences de date, simplement, il n'y a pas d'éléments quand même, il faut le dire. C'est un autre élément, c'est que quand le duc d'Orléans a été assassiné, en sortant de l'hôtel Barbette... Oui, bien sûr, un peu plus tard. Il semblait qu'après... c'est 1409, ça. Pardon ? C'est au moment de la naissance. 1407. Ouais. C'est en 1407. Ah, il était assassiné en 1407. Tout à fait. Oui, c'est ça, et il a été assassiné en partant de chez Isabeau de Bavière, et où ils venaient de faire la fête tous les deux, comme s'ils avaient quelque chose à commémorer. Or, on a à cette époque une dame de la famille d'Arc qui vient rendre visite un peu avant à Isabeau de Bavière,
Et il est assez facile, sans qu'il y ait une certitude, d'envisager que on a organisé le départ du petit enfant. Je vais me faire l'avocat du diable. On l'a jamais inhumé à Saint-Denis, ni dans une autre église royale. Oui, il n'a pas été inhumé, hein, ça Tout c'est à très fait. intéressant. Bon, vous savez, je pense, j'ai plus à le prouver que je suis très ouvert à toutes ces thèses et que j'ai moi-même, donc j'y ai contribué, mais en me faisant l'avocat du diable, je veux quand même bien préciser que sur ces histoires de naissance, de bâtardise royale, il y a des coïncidences, il y a des recoupements, il y a toutes sortes d'éléments intéressants, mais on n'a pas, évidemment, aucune forme d'éléments concrets sur lesquels appuyer la thèse, il faut le dire. Alors, en 1407 ou en 1412 naît donc Jeanne d'Arc. Ce que vous dites, vous, François Ruggieri, c'est qu'il n'y a pas de Jeanne d'Arc. On a emmené le fameux petit Philippe qui n'est pas mort-né, on l'a emmené à Domrémy où il a été élevé par la famille d'Arc. La famille d'Arc dont vous soulignez qu'elle a effectivement des liens avec la famille royale. Voilà, Domrémy appartient grosso modo à la couronne royale. Elle a cet enfant qui est un bâtard. Alors, je partage un peu l'idée de Michel Hardy, mais le gamin, il s'appelle Philippe et s'écrit en toutes lettres à la basilique Saint-Denis, dans le relevé de naissance royale. La reine Isabeau de Bavière, vers 2h du matin, a accouché d'un garçon qui fut prénommé Philippe. C'est écrit en toutes lettres, donc on peut pas contester que c'est un garçon. Tout le problème vient du fait... moi, je suis à fond dans la théorie bâtardisante, mais dire que c'est une fille qui est née en novembre 1407 n'a strictement aucun sens, parce que d'abord l'acte de naissance se dit c'est un garçon qui s'appelait Philippe, alors on peut me dire ouais, il y a des filles aussi qui s'appellent Philippe, enfin c'est plutôt rare, puis en plus ils ont précisé que c'était un garçon, mais surtout tout le problème vient du fait que ça soit un garçon et que c'est un garçon de toute évidence bâtard. Si ça avait été une fille, le problème ne serait quand même serait pas le premier bâtard né à la cour de France. Pourquoi est-ce qu'on l'élève loin venant des hommes, mais pas des femmes. C'est la célèbre phrase de la reine Margot à son mari, vous pouvez faire des bâtards, mais moi je fais des futurs rois. Parce que tout ce qui sortait du ventre de la reine avait, en mâle, j'entends, pas en fille, avait des droits sur la couronne. D'autant plus qu'avant ce petit Philippe, il n'y avait plus que Charles VII de vivant. Donc Charles VII pouvant mourir, puisqu'à cette époque-là on mourait en guerre, on mourait en tournoi, on mourait de maladie, l'autre pouvait prétendre à la couronne de France en étant un bâtard. Donc c'était absolument inadmissible, il risquait la mort. Si ça avait été une fille, il l'aurait mis chez une nourrice, un couvent, marié, et c'était terminé. Donc il a fallu l'éloigner. Il a été élevé à Domrémy, mais pas du tout dans la ferme qu'on montre. Alors justement, vous remettez aussi ça en cause, mais ça c'est assez officiel. Ouais. Vous dites que la maison qu'on présente actuellement comme la maison natale de Jeanne d'Arc n'est pas la maison natale de Jeanne d'Arc. Bien sûr, elle a été construite au XVIe siècle, et là ça se passe en 1429. De toute façon, il n'existe nulle part en France des maisons ayant été construites en 1429. Et à ça s'ajoute le fait qu'Anatole France, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un fantaisiste non plus, a exhumé un bail qui est le bail de la location du château de Bourg-le-Mont, signé par monsieur Jacques d'Arc, qui était donc le père adoptif et nourricier de Jeanne d'Arc, et qui a loué le château. Et très curieusement, ces coïncidences sont invraisemblables. C'est-à-dire que l'épopée johannique a commencé dans les premiers jours de 1429 et le bail s'arrêtait le 31 décembre 1428. Enfin, tout ça, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Beaucoup de coïncidences, mais après tout, c'est une vie, cette aventure johannique qui est tissée de coïncidences. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Chinon d'Éric Serra, c'est un extrait de la bande originale du film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Jeanne d'Arc, justement, aujourd'hui, on en débat avec Franck Ferrand et ses invités en studio, François Ruggieri et Michel Lamy, et vous également par Internet. Vous pouvez réagir sur notre site Internet europe1.fr. Nous avons pas mal de réactions par Internet, mais qui sont des réactions de soutien, d'ailleurs, je dois le dire, à la thèse de François Ruggieri, mais pas vraiment de questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des précisions à demander ou des témoignages même à apporter. Alors, Michel Lamy, ce manoir fortifié, ce château de Bourg-les-Monts, aurait pu être a été la demeure de la famille d'Arc ? En tout cas, on sait que le père théorique de Jeanne d'Arc avait effectivement acquis la disposition de ce château. Il ne pouvait le faire qu'à condition d'avoir quand même un minimum de poids dans le village. Alors, il était doyen, il était doyen, etc. Il a donc les terres qui allaient avec. Ça ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas eu une autre maison même à l'emplacement d'ailleurs où est celle actuelle, qui peut pas être de l'époque, ça je vous l'accorde volontiers. Mais effectivement, elle a été singulièrement remaniée ces dernières années du reste. Oui, c'est un peu normal dans ce cas-là, on en fait un vestige acceptable.
C'est-à-dire que maintenant, il y a la maison, puis il y a tout ce qui va autour. Il y a tout le petit musée, etc. Alors, est-ce que à Bourg-les-Monts, si c'est là, est-ce que Jeanne ou Philippe a reçu une éducation, a été formé au métier des armes? Vous êtes extrêmement péremptoire, François Ruggieri. Vous écrivez Philippe d'Orléans. Je précise qu'aux yeux de l'histoire, il est censé être mort au berceau quand même. Philippe d'Orléans était lettré, dites-vous. Les nombreux courriers rédigés prouvent sa connaissance parfaite de la politique de son temps, des principaux intervenants et du rapport des forces en présence. Et vous ajoutez, sa formation fut, vous n'employez même pas le conditionnel, fut assurée par Colette de Corbie, et vous dites supérieure de l'ordre des moines franciscains. Alors, un mot déjà sur qui était Colette de Corbie et comment peut-on en venir à de telles certitudes? Alors, moi, je suis un peu effaré. Il n'y a pas de quoi être effaré parce que Colette de Corbie, qui était un personnage majeur chez les franciscains, a participé, de toute évidence, à l'éducation, je dirais, intellectuelle, morale ou mentale de ce bâtard, puisque c'était pas non plus n'importe qui, c'était un bâtard royal qui a donc, comme tous les bâtards, reçu une éducation à la fois physique, militaire et aussi, je dirais, bien que le mot n'ait pas le même sens au XVe siècle que maintenant, intellectuel. Mais la preuve de cette filiation, c'est que non seulement dans l'étendard Jésus-Maria qu'a trimballé Philippe d'Orléans alias la Pucelle pendant ces 2 années de campagne était exactement le même que celui de Colette de Corbie. Mais mieux encore, c'est que l'histoire de Jeanne d'Arc telle qu'elle a été inventée à partir de 1428 est exactement la même que celle de Colette de Corbie, c'est-à-dire Colette de Corbie voyait aussi des anges, des apparitions divines, les phrases mêmes, parce que la personne qui remplacera Philippe d'Orléans lors du procès à Rouen en 1431 dira « je ne sais ni A ni B », mais cette phrase « je ne sais ni A ni B » était la phrase prononcée par Colette de Corbie. Donc la filiation intellectuelle entre Colette de Corbie et... Et ce qui est très fort dans votre thèse, c'est que vous dites que cette filiation-là, elle passe par un vecteur et que ce vecteur s'appelle Pierre Cochon. Rappelons quand même que Cochon est celui qui dirige le procès, le procès en condamnation de Jeanne d'Arc. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. h 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et aujourd'hui, au cœur de l'histoire, avec la Pucelle, Jeanne d'Arc et Franck Ferrand. Alors, il est très important, parce que le temps passe, vous vous rendez compte, on a déjà passé la moitié de l'émission, et il faudrait des heures pour débattre d'un tel sujet. Il est très important de distinguer les incohérences, les choses étonnantes dans l'épopée joannique telle qu'elle est admise et enseignée, d'un côté, et puis de l'autre, la thèse de François Ruggieri sur le fait que ce soit en fait le bâtard de la reine Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, qui s'appelait donc Philippe, qui aurait été le véritable, si j'ose dire, Jeanne d'Arc, qui aurait joué le rôle. Alors, d'abord, sur les incohérences et les incongruités, Michel Lamy, on peut se poser objectivement la question de savoir comment cette jeune fille, si on admet quand même que c'est une jeune fille au départ, comment aurait-elle pu parler un français impeccable à la cour, alors qu'elle était originaire d'une province où on ne parlait pas le français, en tout cas pas un français pur du tout. Comment expliquer aussi qu'elle était capable de cheminer pendant des dizaines de lieues à cheval, elle qui est censée être une petite paysanne, et même mieux que ça, même d'être capable de rompre des lances. C'est par là qu'on avait ouvert l'émission. Il faut reconnaître que tout ça relève un peu du miracle. C'est assez énorme, ça veut dire vraiment un apprentissage important, et c'est vrai que Colette de Corbie, en tout cas pour toute la partie lettrée, a dû jouer un véritable rôle. C'est vrai que des écuyers comme Neuvolampon, qui est le narrateur de votre ouvrage, je précise, qui est présenté sous une forme romanesque, et quelqu'un qui a dû procéder à sa formation. Elle est allée à la cour du duc de Luxembourg courir des lances. On ne laissait pas courir des lances comme ça, encore moins à une femme, sans avoir une non formation. Seulement des quartiers de noblesse en plus. C'est-à-dire que c'était pas possible autrement. C'est pas une bergère, c'est clair.
Par contre, en même temps, elle a porté donc des armures très lourdes. Elle a couru difficiles. des lances d'ailleurs non seulement à la cour du duc de Luxembourg, donc à Metz, mais également quand elle arrive à Chinon avec Oui, le duc tout à fait. d'Alençon. Hein. Tout à fait. Et le duc affronter le duc d'Alençon, qui était un personnage royal, hein, de sang royal, c'était aussi, il y avait certaines règles quand même à accepter. Et elle a eu des armures magnifiques, dont on a quelques détails, parce que notamment c'est la belle-mère du roi qui lui en a fait faire. Et c'est... Par contre, là, ça va un peu au détriment de la thèse sur l'homme, puisque ces armures étaient rembourrées en dessous d'une sorte de calfatage qui prenait la forme des seins de façon à pouvoir protéger la poitrine. Et puis, sur ce plan-là, simplement, homme ou femme, on a des descriptions. Dunois disait qu'elle avait le téton gras. Donc de gros seins. Voilà. Et par exemple, lorsqu'on lui a enlevé son armure, quand elle était capturée, le Jean Germain, qui était évêque de Nevers, mais qui était présent, a dit ses grosses fesses montraient bien qu'elle était bâtie pour subir les inconvénients de la maternité. Alors, donc on a quand même un certain nombre. Et elle a été quand même visitée 2 fois, une fois à Poitiers, une fois au moment du procès. Quand vous dites visiter, c'est-à-dire que des matrones voilà. ont vérifié qu'elle était... Le but était de vérifier qu'elle était pucelle, mais en l'occurrence qu'elle était aussi femme, oui, non? Sauf que pucelle n'était pas à prendre dans le sens de virginité. Qu'elle était femme, en fait. Hein. Mais de voir, pas seulement virginité en vérifiant en même temps à cause de l'aspect, à ce que Dieu s'adresse à quelqu'un d'autre qui est une vierge, mais voir qu'elle était, qu'elle était femme au sens de Puella, la jeune fille. Hein. Alors quand même, vous, Michel Lamy, qui avez étudié, écumé tout ce qui a bien pu être écrit sur Jeanne d'Arc, et Dieu sait que c'est la plus importante bibliographie de toute l'histoire de France, de très loin d'ailleurs, hein, puisque c'est le grand sujet, c'est le personnage énorme de l'histoire de France, d'autant plus intéressant du reste qu'on est au XVe siècle et qu'il est très rare qu'un personnage du XVe siècle soit à ce degré-là documenté. Vous qui connaissez tout ça sur le bout des doigts, dites-nous en toute sincérité, est-ce que vous pensez que cette femme aurait pu être un homme ? Pour ceux qui prennent l'émission en cours, j'imagine qu'ils vont me faire... C'est un petit peu surprenant, oui. Moi, je ne le pense pas. Je respecte tout à fait la thèse du roman sur Ruggieri. Mais je ne pense pas que ça pouvait être un homme. Par contre, c'est vrai que c'est un cas complètement singulier. Et bon, c'est un coup monté de toutes pièces. À Orléans, des libelles avaient été délivrées sur place disant qu'elle allait venir alors qu'elle n'était pas encore passée à Chinon, quoi. Enfin, il y a une opération de propagande qui est une des plus énormes de l'histoire. Alors justement, Olivier nous demande par Internet, pouvez-vous expliquer le moment où l'on doit constater la virginité de Jeanne ? À ce moment-là, on se serait tout de même rendu compte que Jeanne Philippe n'était pas la prétendue pucelle. C'est moi qui François réponds. Ruggieri, oui. Alors, il arrive à Chinon, il reconnaît le roi, c'est normal, parce qu'ils sont de la même famille. Et puis bon, cette histoire de roi qui veut pas lui parler, etc. Le roi était Charles VII était très, très, très méfiant sur cette histoire. Il avait peur de l'excommunication, il avait peur du ridicule. Elle arrive, et effectivement, tout le monde murmure dans la salle du grand... Alors, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que tout se passe de nuit avec Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, l'arrivée à Chinon est nocturne. On est fin février ou début mars, on ne sait pas exactement, 1429, elle voit le roi vers 20h, donc il fait nuit noire. Arrivé à Orléans, de nuit. Le roi qui n'est pas encore sacré, hein, donc oui, à l'époque. Enfin, il avait déjà été sacré. Il avait été déjà sacré à Compiègne 8 ans avant, lors de la mort de son père. Mais quand ils arrivent à Reims pour le sacre du 17 juillet, ils arrivent le 16 au soir, de nuit. C'est le seul conquérant, à mon avis, de toute l'histoire humaine, dont l'activité est toujours nocturne. Hein. Alors, généralement, les concurrents arrivent dans les villes conquises en pleine lumière. Eux, c'est toujours l'obscurité. C'est l'obscurité. L'arrivée à Orléans aura lieu aussi le soir, tard. Alors, redites-moi votre question. Alors, comment, au moment de l'examen de virginité, avec Yolande d'Argon... On attend, soi-disant, une bergère. C'est une opération qu'on dirait maintenant purement marketing, ou un cow-boy Marlboro, quelque chose comme ça. Il fallait redonner de l'espoir à la nation, etc., etc. Tout le monde a dû dire au roi... C'est Geneviève d'Orliac qui avait inventé ce terme d'opération bergère. Opération bergère, voilà. Tout le monde a dû dire au roi, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va se passer tout seul, etc. Qu'est-ce qui va arriver ? Un type jeune, athlétique, musclé, qui est un garçon. Il prend peur, ce qui explique qu'il n'ait pas voulu lui parler de manière à pas être investi dans quelque chose, d'une opération dont il avait peur. Le lendemain matin, Yolande d'Aragon, voyant que la chose n'a pas pris, va dire, on va la faire.
examinée, mais non pas pour savoir si elle est vierge ou pas, mais pour savoir, c'est dit par Pasquerel, c'est dit par tous les témoins de l'époque, c'est même dit par Régine Pernoud, on va la faire observer pour savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Ce qui n'arrive jamais dans l'histoire. Ici, il y a des filles et des garçons, on n'a pas besoin de les observer. Et comme c'est Yolande d'Aragon qui a fait elle-même, qui a mis en place le stratagème, Monsieur Hardy est d'accord avec moi, est d'accord avec moi là-dessus, c'est elle qui va l'examiner. Alors bien sûr, elle s'est fait entourer de matrones, etc., mais les matrones, elles ont été payées pour... Enfin, c'est pas nouveau, hein, c'est pas compliqué. Mais vous admettez une fois encore, parce que je n'ai pas envie de faire attraper des crises cardiaques à certains de nos auditeurs, tout ça est cohérent, ça s'inscrit dans une espèce de ligne qui a tout à fait sa valeur et sa cohérence, mais on est bien dans l'ordre de la supposition. Non. Alors je parle encore une minute, excusez-moi de monopoliser le... Non, mais vous êtes là pour ça. Non, c'est pas du tout ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a jamais eu de Jeanne d'Arc. Il n'y a jamais eu de bergère, c'est une entité. Et j'en veux pour preuve que la lettre la plus célèbre, soi-disant envoyée... Alors cette lettre, on va y venir juste après la publicité. D'accord. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Jeanne d'Arc alors, Philippe ou Jeanne, c'est la question aujourd'hui sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Vous avouerez qu'on y va fort grâce à François Ruggieri, dont l'ouvrage Jeanne d'Arc, le stratagème est publié chez l'éditeur. François Ruggieri, vous étiez en train de nous parler d'une lettre adressée par Jeanne au duc de Bedford, donc gouverneur pour les Anglais. Et dans cette lettre, nous dites-vous, tout est dit. Tout est dit, parce que on voit ça comme une supercherie, parce que le roman s'appelle Jeanne d'Arc, le stratagème. Le mot n'est pas de moi, il est du pape de l'époque qui s'appelle Pie II, puisque c'est Pie II qui lui-même a été le premier à dénoncer le stratagème. Monsieur Lamy est d'accord avec moi. Dans cette lettre, parce que ces gens-là ne voulaient même pas faire du mal, ils voulaient reconquérir leur royaume de France. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place en disant pour remobiliser l'armée, pour remobiliser les humains, pour remobiliser ce qu'on appellerait maintenant les Français, ce qui au XVe siècle n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Il faut essayer de créer une entité, c'est ce qu'on appellerait en marketing quelque chose comme une copie stratégique ou un plan de développement pour employer tous ces mots épouvantables. Et il ne s'en cache pas parce que la lettre la plus célèbre de Jeanne la Pucelle, écrite le dernier mardi d'avril 1429 à Bedford, qui est régent de France et qui s'occupe vaguement du siège d'Orléans, bien que ce ne soit pas un vrai siège, mais on reviendra là-dessus après. Cette lettre dit tout, et je suis toujours surpris que depuis un siècle, aucun historien n'ait osé dire que cette lettre dit tout. Cette lettre est écrite, alors je passe les détails, soi-disant elle est bergère, elle ne sait pas écrire, etc. C'est une lettre très circonstanciée, elle connaît tous les intervenants, etc. Mais ne rentrons pas dans des polémiques. Cette lettre dit tout, c'est-à-dire elle est écrite par Philippe d'Orléans qui dit, vous m'arrêtez si je me trompe, si je change un seul mot, il dit « Je suis chef de guerre et je vous tuerai tous ». Donc il parle comme un chevalier de l'époque. Je suis chef de guerre, je vous tuerai tous. Mais qu'est-ce qui empêcherait Jeanne de dire la même chose ? Non, parce que Jeanne, quand il parle de Jeanne la Pucelle, c'est une entité autre. Il dit « Et vous rendrez à la Pucelle, envoyée par Dieu, ce qui lui est dû. Vous lui rendrez les clés de nos bonnes cités. Vous rendrez à la Pucelle, envoyée par Dieu. » Donc pour lui, il parle en temps, et la Pucelle... Mais qui est la Pucelle alors ? C'est une entité, c'est un simple stratagème, c'est une entité depuis le début, et il ne s'en cache pas. Et non seulement cette lettre est une sorte de copie stratégie, mais il y a toute la stratégie parce que beaucoup d'historiens disent oui, mais après à Orléans, le sacre est venu après, ça s'est passé d'une manière un peu l'appétit vient en mangeant, pas du tout, parce que dans cette lettre, Philippe d'Orléans dit et je prendrai Paris, je rendrai Paris aux Orléans. C'est écrit en toutes lettres. Tout ça, si vous voulez, François Ruggieri, et d'ailleurs je suis totalement d'accord avec le reste, si on peut dire. Moi, ce qui me chiffonne et ce que je n'arrive pas à admettre, pour être tout à fait à avaler, si je puis dire, c'est que Jeanne puisse être Philippe, c'est que ça puisse être un homme. Ça paraît quand même, on voit Jeanne avoir des attitudes, avoir des comportements qui restent quand même des comportements féminins, et on la voit même après le sacre, lorsqu'elle se met à collectionner littéralement les riches atours, et qu'elle est couverte de ses superbes robes, qu'elle met ses huques de drap d'or, etc. Ce ne sont quand même pas des atours, des attributs masculins, ça, Michel Lamy. Non, effectivement, moi c'est là-dessus qu'on n'est pas tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que... Sur tout le reste, sur le stratagème, sur l'opération de communication, etc., je suis le premier à le défendre. Mais sur l'idée que ce soit un homme, ça c'est quand même plus compliqué. Elle a des attitudes tout à fait féminines, et je crois que ça reste... Bon, elle a aussi des pudeurs qui sont racontées par elle à certains moments, ou par Dunois à d'autres, quand elle couche dans le camp et au milieu des hommes d'armes.
et où elle fait attention qu'on puisse pas l'importuner, quoi. Mais elle couche pas en permanence. Elle est pas en permanence dans des lieux où elle puisse être, par exemple, avec une jeune femme ou comme vous disiez tout à l'heure, c'est arrivé juste à Orléans parce qu'elle a été abritée par quelqu'un qui était de l'entourage de la belle-mère du roi, mais c'est pas. Elle rencontre des hommes d'armes en permanence. Et justement, on parle un certain nombre de fois des moyens qui sont mis en œuvre pour la protéger du désir éventuel des hommes d'armes. Nous sommes littéralement submergés de mails, donc pour me permettre d'en prendre connaissance, on envoie tout de suite la publicité. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Jeanne of Arc, chanson de Léonard Cohen. Jeanne d'Arc, c'est aujourd'hui le cœur du sujet. On va oublier tout ce qu'on a appris à l'école. Jeanne d'Arc est aujourd'hui sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Ouais, c'est fascinant ce sujet de Jeanne d'Arc. Nous avons fait pas mal d'émissions depuis quelques années sur Jeanne et je me rends compte qu'on n'arrive jamais à cerner tout ça. Les questions là s'accumulent. Merci Lorena, on m'en apporte constamment mais je ne vais même plus pouvoir les lire. Je préférerais qu'on se concentre sur le sujet central, donc cette histoire Philippe-Jeanne, parce qu'on me pose énormément de questions sur toutes sortes d'aspects de la vie de Jeanne, qui nous entraîneraient vraiment très loin, et notamment sur Gilles de Rais, qui est un personnage qui revient dans beaucoup de questions. La vraie question, si je puis dire, c'est Bénédicte qui la pose, et qui s'adresse évidemment à François Ruggieri en disant « Quelles sont les sources de documentation concernant Jeanne d'Arc sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et comment peut-on différencier si ces sources sont authentiques et vraies de faux documents ? Existe-t-il une campagne de propagande de déstabilisation anti-Jeanne d'Arc menée par les Anglais ou des pro-anglais dans le Royaume de France ?» demande par ailleurs Bénédicte. Mais déjà, sur cette question centrale des sources authentiques ou non, quelqu'un d'autre, je ne sais plus où c'est, nous parle des chroniques. Voilà, des chroniques de Lorraine. Ça, c'est Laurent qui nous précise que les chroniques de Lorraine, dont pas mal d'arguments ont été tirés, c'est notamment l'histoire des lances rompues, etc., ont été écrites, nous dit-il, au XVIIe siècle. Elles sont particulièrement sujettes à caution, Michel Lamy. Non, les lances rompues à la cour du duc de Luxembourg devant le roi René ne viennent pas uniquement des... Le roi René qui est le fils de Yolande. Oui, qui est fils de Yolande d'Aragon, qui est la pierre angulaire de cette toute histoire. Hein. Mais donc ne viennent pas des chroniques de Lorraine? Non, pas uniquement, oui, non, on a des textes plus anciens là-dessus. Alors, François Ruggieri, encore une fois, comment distinguer le vrai du faux dans cette histoire et est-ce qu'on peut admettre toutes les sources comme également authentiques ? Alors, bien sûr, j'ai lu énormément au cours des 20 dernières années. J'ai lu tout ce que je pouvais retrouver sur Jeanne d'Arc. Les certitudes sont venues par l'accumulation des preuves et des faisceaux de présomption. La seule preuve serait bien sûr de retrouver un corps et l'ADN. Mais contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, le personnage ne s'est pas habillé en femme. La preuve, c'est qu'il a été condamné pour relaps parce qu'il avait repris l'habit d'homme. Quand vous me parlez de la hutte de Drador, il s'agit de Compiègne. Non, mais elle a repris l'habit d'homme dans la tour de Bouvreuil à Rouen. C'est une toute autre histoire. Alors, Patrick nous dit, si Jeanne d'Arc avait été un homme, les Anglais auraient eu intérêt à le révéler. Non. Alors, si on attaque la position anglaise, c'est tout à fait autre chose, parce que les Anglais, faut comprendre que Bedford, qui était le frère donc du grand conquérant Henri V, Bedford ne voulait plus entendre parler de cette guerre. C'était une guerre, il considérait qu'il avait pillé tout ce qui était pillable en France, ils avaient tout ruiné. Bedford était à la base un diplomate et un marchand. Bedford ne voulait plus de cette guerre. C'est une des raisons d'ailleurs qui fait que le siège d'Orléans est un faux siège. Quand Bedford a vu arriver la revue de secours, il a débandé immédiatement. Il est parti le lendemain. Il n'y a pas eu une flèche échangée. Mais les échangée. Anglais avaient tout intérêt à déprécier le personnage de Jeanne, objectivement. Non. Ils n'avaient strictement aucun intérêt à le déprécier parce qu'ils pensaient que ça serait découvert progressivement et ce qui permettrait de détruire Charles VII, de détruire l'idée de son sacre, etc., etc. En sachant que quand même la reine d'Angleterre, c'est-à-dire la mère
du roi Henri VI, le jeune roi qui est à Rouen. Le roi Charles VI, Catherine. Voilà, était surtout la sœur de Charles VII. Ouais. Donc, il faut comprendre que tous ces gens-là, c'est une famille qui domine toute l'Europe. Si Jeanne était en fait un homme, vous voyez que ça revient toujours, nous demande Béatrice, pourquoi s'être donné tant de mal et l'avoir fait passer pour une femme? Mais parce que si on avait dit c'est un homme, d'abord c'était un bâtard. Ils sont allés chercher ce bâtard qui était loin parce que personne ne le connaissait à la cour, ni à Chinon, ni à Orléans. Donc on pouvait jouer cette carte, personne ne l'avait jamais vue. On pouvait jouer cette carte. Il avait des origines royales, donc d'autres, les grands nobles acceptaient d'être dirigés par lui. On a parlé de Gilles de Rais, par exemple. La grande noblesse, comme c'était un stratagème et une fausseté, la plupart des grands nobles ne voulaient pas. On parle de Gilles de Rais. Pourquoi Gilles de Rais a accepté ça? C'est parce que c'était un fou, le plus grand pédophile meurtrier de toute l'histoire humaine. Il faut comprendre que son entourage direct, c'est-à-dire Gilles de Rais, La Hire, Alençon, Xaintrailles, étaient des bandits de grand chemin. Alors là aussi, il faudrait peut-être un peu nuancer, mais disons que ce ne sont pas toujours des gens très recommandables. François Ruggieri, Jeanne d'Arc, le stratagème, c'est publié chez l'éditeur. Si j'en juge d'après la quantité de mails qui sont arrivés, je pense que les auditeurs vont être nombreux à vouloir se renseigner. Et puis bien sûr Michel Lamy, publié chez Pocket, Jeanne d'Arc, qui est une sorte de grand condensé de toute cette question. Je profite de des dernières secondes qui me sont imparties pour vous rappeler que c'est ce soir et demain qu'ont lieu les Nuits de Feu de Chantilly. Nous avons fait une émission vendredi dernier autour du Duc d'Aumale, de Chantilly, etc. Et j'ai appris ce matin qu'il restait quelques places disponibles ce soir, donc c'est le moment de vous précipiter si vous aimez les feux d'artifice. Bonjour Faustine. Bonjour Faustine. Alors, on a perdu Faustine dans les couloirs. Sylvie, puisque Faustine Merci n'est beaucoup, pas arrivée. Franck. Eh bien, on vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Cœur de l'Histoire. Et Faustine, nous la retrouvons comprends toute l'agitation. Tout de suite, voilà, Faustine fait son entrée magistrale dans le studio. Je pensais, chère Faustine, que vous étiez tout simplement dans un autre studio. Pas du tout, ne jamais mettre des talons hauts quand on doit courir dans les escaliers, c'est une très mauvaise idée. Cet après-midi, je me suis vautrée. On va consacrer notre émission à la cuisine. Selon un sondage, nous sommes 97% des Français à préparer des petits plats faits maison. Un chiffre considérable qui traduit une volonté de retrouver nos racines et les traditions d'autrefois. Alors on va essayer de comprendre l'engouement des Français pour ce retour aux valeurs. Et puis dans un deuxième temps, on va se demander si nous sommes ce que nous mangeons. Alors venez nous dire si à la maison le dîner est sacré, si vous prenez du plaisir à faire les marchés le week-end en famille, si vous êtes plutôt bio, plutôt light, plutôt junk food, plutôt n'importe quoi du moment que ça vous nourrit. Vous n'hésitez pas à témoigner en direct sur Europe 1 au 39 21. Veuillez m'excuser pour ce retard. Votre capacité à parler sans souffle, c'est magnifique. Merci Faustine. Mais avec un gros bleu dans 5 minutes. Et donc à lundi, à vous tous. Merci Franck, à lundi.